Cette semaine à l'émission, on reçoit des spécialistes pour tenter de comprendre comment la sorcellerie, qui autrefois était passible du bûcher, est désormais adulée sur les réseaux sociaux. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode consacré à plein d'affaires, à la sorcellerie, à l'astrologie, aux réseaux sociaux aussi, parce que ça prend beaucoup de place dans cet univers. Et on a une formidable équipe tablée, je ne sais comment dire, autour de nous aujourd'hui pour cette émission spéciale. Joséanne Sarrazin-Côté, bienvenue, on n'est pas du monde. Merci beaucoup. Alors, tu as navigué, tu as plongé, toi, à fond là-dedans, dans cet univers-là, pendant plusieurs années, mais ça, c'était avant. Oui, avant. Et depuis, je suis devenue chrétienne. Ah ouais? Oui. Et tu vas nous en parler plus avant, justement, dans le prochain segment. On est très heureux de t'avoir avec nous. Merci beaucoup. Bienvenue. On reçoit aussi Martin Parot, bonjour. Allô? Conférencier, historien spécialisé dans le sujet de la sorcellerie, l'histoire des sorcières. Oui, oui. Formé à l'Université de York. Oui, York University. Oui. Humanities. OK. Ouais. Surtout l'histoire, mais... Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé aux sorcières? C'est difficile en histoire d'être capable de parler de certains thèmes qui sont complexes. Et c'est difficile des fois d'être capable de donner de l'espace à plusieurs éléments pour parler d'un même sujet. Et moi, c'est un défi qui m'intéressait beaucoup. Et j'aime voir comment, à différentes époques, certains savoirs sont promus et d'autres sont tabous, dans le fond. Ouais. Et les mécanismes de ce qui décide qu'est-ce qui est un bon et un mauvais savoir. Ouais. On verra ça en deuxième segment aujourd'hui. Bienvenue à On n'est pas du Merci monde, beaucoup. Martin. Et un habitué d'On n'est pas du monde, Jean-Philippe Marceau, salut. Salut Antoine. Tu vas nous parler de symbolique, j'imagine, aujourd'hui. Exact. Je suis toujours appelé pour faire ça. On est très heureux de t'avoir. La symbolique des sorcières, pourquoi pas? Ouais, ben je trouve que c'est un bon exemple pour comprendre justement le passage entre un langage qui est mythologique puis un langage qui est plus matérialiste. Parce qu'il y a souvent des interactions intéressantes entre ces niveaux-là dans le cas des sorcières. C'est moins fou qu'on pourrait penser. Tous les symboles puis la mythologie autour des sorcières. Donc, beaucoup de choses à dire là-dessus. Ça sera en dernier segment. Garde pour le dessert. Parfait. Sans plus tarder, allons-y avec cet épisode sur la sorcellerie. Joséanne Sarrazin-Côté, bonjour, bienvenue, on n'est pas du monde. Merci. Alors, en 2021, tu es en voyage au Costa Rica depuis déjà quelques semaines, quelques mois peut-être. J'habitais là-bas. T'habitais là-bas, c'était plus qu'un voyage. Et à ce moment-là, tu reçois un diagnostic de sclérose en plaques. À ce moment-là, donc, tu as 33 ans. Tu es mère d'une petite fille de 4 ans. Qu'est-ce que ça a changé? J'imagine que ça a changé beaucoup de choses dans ta vie. Qu'est-ce que ça a changé, ce diagnostic-là, Joséanne? En fait, c'est que l'espèce de chemin qui était tracé devant moi s'est effacé tout d'un coup. J'ai une forme de sclérose qui est rare, puis qui est assez sévère, comme vous pouvez voir. Et ça m'a plongée dans une dépression au début parce que j'avais 33 ans, petite fille de 4 ans, puis soudainement, personne n'a un futur qui est garanti, évidemment. Mais là, c'est comme, concrètement, il n'y a plus rien de garanti. Tu ne sais pas combien de temps il te reste, tu ne sais pas à quelle vitesse ça va aller. Puis j'ai Dans vécu... quelles conditions tu vas vivre les prochaines années aussi. Exactement. Puis ça m'a amené beaucoup, beaucoup de colère. Un grand sentiment d'injustice. Puis à ce moment-là, j'étais beaucoup dans le New Age, l'astrologie et compagnie. Puis quand tu vis quelque chose d'aussi intense, en tout cas pour moi, soudainement, les outils qui avaient toujours été présents
était devenu vide. Ça ne m'apportait pas de réconfort. Tu viens de l'évoquer, tu as passé quand même quelques années dans ce milieu-là, le New Age, l'astrologie. Tu t'es même bâti une communauté qui ferait l'envie de bien des gens sur les réseaux sociaux. Des milliers de gens te suivent encore et s'intéressaient à il y avait tout un lifestyle, là, un style de vie qui venait avec ça. Raconte-nous un peu là, pour qu'on comprenne bien d'où tu es parti pour en venir où tu es aujourd'hui. À quoi ça consistait ta vie avant le diagnostic? Ça ressemblait à quoi? Là? Qu'est-ce que tu disais à ta communauté, entre guillemets, aux gens qui te suivaient? Oui, ma vie avant le diagnostic était beaucoup régie par les astres. Donc, on est dans quel signe? Qu'est-ce qui se passe avec les planètes? La Lune fait quoi? Puis c'est quoi l'impact sur ma vie? Chez moi, c'était rempli de cristaux, de jeux de tarot, d'oracles. Puis ça faisait vraiment partie non seulement de mon quotidien, mais aussi de ma vie professionnelle. C'était devenu mon travail. Oui, OK. Exactement. Parce que tu vendais des trucs, des conseils, de la marchandise. Explique-nous comment on peut faire de l'argent avec ça. Non, mais je connais rien là-dedans. J'enseignais. OK. Donc, j'enseignais l'astrologie. Et j'ai créé un jeu de cartes, des livres, ce genre de choses-là. Puis, en ligne, c'était beaucoup de l'enseignement. Donc, des ateliers sur divers sujets. Puis, OK. C'était ça ma vie. Et là, on vient d'en parler un peu, il y a eu ce diagnostic-là qui t'a plongé dans une profonde dépression, une remise en question. Vers quoi tu t'es tourné d'abord? J'imagine que tu as eu un réflexe d'aller voir, de chercher des réponses dans ce que tu connaissais, c'est-à-dire dans le ciel, dans ces éléments-là que tu maîtrisais assez bien. Oui, effectivement. Puis c'est là que j'ai décroché assez rapidement parce que, tu sais, quand tu as 33 ans puis ton médecin te dit « rentre au Canada, va mettre tes affaires en ordre ». Oups. Tu fais comme « wow, OK ». Puis là, d'aller voir que Mercure est en rétrograde, c'est comme hey, « mais je m'en fiche ». Tu sais, il n'y avait tellement pas de réconfort, pas de réponse. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Puis c'est quoi? Qu'est-ce qui s'annonce pour moi? Qu'est-ce qui peut m'aider? Qu'est-ce qui peut me réconforter? Puis là, de te faire dire, par exemple, tu sais, en ce moment, il se passe beaucoup de choses dans le ciel, c'est chaotique, c'est normal. T'es comme, excuse-moi, on est à un autre niveau. Le chaos prend un tout autre sens ou encore de se faire dire, peut-être que tu penses pas assez positif. Tu t'es fait dire ça? Ah ben oui. Peut-être que, dans le fond, tu guéris pas parce que tu t'aimes pas assez pour guérir. Voyons. Ça se dit pas, des choses comme ça. Fait que j'ai décroché, puis pendant un moment, j'ai pas vraiment eu d'outils nouveaux autres que la méditation. Mais ça faisait partie de ma vie depuis longtemps, donc... Tu allais dans la forêt, t'asseoir... Oui, je méditais, là, à un moment donné, 3-4 heures par jour. Parce que à ce moment-là, j'étais apaisée. Sauf que ce qui est important dans la vie, c'est pas les 3 heures où tu médites, c'est les 21 autres heures dans ta journée. Et tranquillement, je me suis mis à prier. Je savais pas à qui, mais je me suis mis à prier. Puis un jour, j'étais en train de prier, puis
j'ai entendu « Prie à Jésus ». Et j'ai trouvé ça tellement bizarre. Ben ouais, j'imagine. Tu sais, je viens pas d'un milieu croyant. Mais je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je vais essayer. Puis là, ma première prière, tu sais, c'était ridicule. J'étais comme, « Allô, Jésus, c'est Josiane. » Puis finalement, j'avais jamais ressenti une paix aussi grande. Fait qu'à partir de là, j'ai donné ma vie au Christ. D'une manière très concrète, Josiane, la maladie t'affaiblit, te donne des tremblements. Ça a commencé d'ailleurs comme ça, des tremblements, aussi, la perte de la vue un peu. Là, tu es en fauteuil roulant devant nous aujourd'hui. Il y a une dimension... en plus, c'est arrivé à 33 ans. Il ne faut pas faire de la numérologie avec ça, mais quand même, il y a une croix dans cette maladie-là, clairement. Comment cette relation-là avec Jésus t'a aidé, ou est-ce qu'elle t'a aidé à donner un sens à cette croix-là, à cette souffrance-là que tu vis dans ton corps? Je pense que le sens, je vais le comprendre un jour. En ce moment, c'est plus une présence qui m'aide à aimer, aimer la vie, aimer mon quotidien, même si il est très différent de ce qui était avant, même si il se passe pas grand-chose dans mes journées, mais c'est ça qui est beau. En fait, non, il se passe plein de choses. Fait que ça m'a vraiment aidée à revenir à l'essentiel, revenir à la présence, à la gratitude. Puis ça, c'est précieux. C'est vraiment précieux. Puis c'est ce qui m'aide jour après jour à avoir confiance, puis à garder le sourire, puis à tout remettre à Dieu, lui faire confiance. Josiane Sarrazin-Côté, tu as eu une vie très active sur les réseaux sociaux. Tu dis revenir à l'essentiel. Les réseaux sociaux, c'est le règne de la superficialité. Là. Tu y as goûté, je pense, en masse. Tu es encore présente sur les réseaux sociaux. Comment s'est fait ce passage-là ou ce discernement-là? Peut-être que tu as dû faire, est-ce que je reste là-dessus? Est-ce que j'en sors? Est-ce que je veux continuer dans cet univers-là qui est le règne du paraître, hein, bien souvent? Comment s'est passée la réflexion à ce niveau-là pour toi? Elle a été longue, puis elle a évolué, elle s'est transformée. J'ai eu des longues pauses, presque 1 an, sans rien. Puis là, en fait, je me sens appelée à partager très, très, très simplement des prises de conscience, des leçons de vie, et sans pression, sans horaire, de façon très simple. Puis, à ma petite échelle, ça fait du bien à certaines personnes. Donc, comment les gens ont réagi justement à ce changement-là de vie que tu as vécu, la communauté? Bien, je dirais, parce que justement, ça s'est fait en douceur. Tu sais, je ne suis pas arrivée du jour au lendemain à tout tasser du revers de la main. Tu sais, ça a été vraiment le mot pour moi qui prend beaucoup de place, c'est douceur. Puis tout s'est fait en douceur. Bon, sauf la maladie. Mais sinon, les changements dans ma vie, ma conversion, tout s'est fait en douceur. Donc, les gens qui sont encore là, c'est parce qu'ils ont envie d'être là. Puis ça leur fait du bien.
Tu dis, il y a une phrase, un slogan qui est sur ton site web là, qui dit que la vraie révolution, c'est la joie. Je ne sais pas si je te cite bien hein, ou quelque chose comme ça. Hein. Juste à te voir, on voit que tu es une jeune femme pleine de joie, tu es rayonnante. C'est un peu paradoxal. Est-ce que ça choque des gens de te voir aussi rayonnante, aussi joyeuse alors que tu traverses cette épreuve-là de la maladie? Je pense que pour beaucoup de gens, je suis un peu un rappel que ils ont, en fait, en général, on n'a tellement pas de raison de se plaindre. Mais quand même, on se plaint, on chiale, on trouve ça dur. Fait que souvent, la réaction des gens quand ils me rencontrent, c'est comme « OK, attends, si elle est heureuse comme ça, pourquoi moi, je suis pas heureux? » Donc, ça invite un petit peu à la réflexion en douceur, puis aux petites prises de conscience. Je t'entendais dire dans une autre entrevue que ta vie est beaucoup plus sous le signe de la dépendance, là, dans le sens où tu dépends beaucoup des gens autour de toi. Tu as besoin d'aide pour bien des choses de la vie quotidienne, j'imagine. Comment tu vis cette dépendance-là, Josiane? Au départ, ça a été très difficile. J'avais beaucoup de colère par rapport à ça. Tu sais, j'étais très indépendante, fonceuse. Puis là, soudainement, tu sais, dans les moments plus difficiles, tu veux un verre d'eau, puis il faut que tu le demandes, tu sais. Mais tranquillement, encore là, avec beaucoup de patience, beaucoup d'amour pour moi-même aussi, tu t'habitues. Tu t'habitues, puis tu te dis, ben, c'est pas grave. Puis t'apprécies, en fait. Je pense que ça a été un grand point tournant. Au début, l'aide que je recevais, je chialais tout le temps. Parce que, tu sais, tu te dis, hey, ça fait 2 heures que j'ai soif, puis, tu sais, la personne n'y a pas pensé. Tandis qu'à un moment donné, c'est comme, hey, ça sert qui de chialer? Est-ce que ça te fait sentir mieux? Non, pas du tout. Fait que la perspective se transforme, puis là, c'est comme, hey, merci d'y avoir pensé, puis, tu sais, c'est drôle, mes aidantes disent souvent, tu chiales jamais, tu sais, t'es tout le temps là, tu dis pas un mot, puis tu souris, puis... Mais c'est comme, pourquoi je chialerais? Je suis chanceuse, je suis capable. Tu sais, j'ai encore ma fille avec moi, puis ça va super bien, puis j'y arrive, puis j'ai du support, j'ai de l'aide. Fait que pourquoi je chialerais? T'as aucun moment de découragement? Il n'y a pas des moments où tu te dis « Ah, mais semble aujourd'hui, c'est plus dur. » Ah ben oui. OK. Ben oui. Je pensais que tu étais surhumaine. Là. Non. Évidemment, j'ai ces moments-là, puis la prière m'aide beaucoup. Ça m'arrive assez souvent de prier puis de pleurer, tu sais, là, pendant 1 heure sans arrêt parce que c'est difficile. C'est difficile, puis comme je suis humaine. Je suis humaine, donc je vis des moments de découragement aussi, mais justement, je les confie à Dieu, puis je reste là-dedans jusqu'à temps que la paix revienne. Puis elle revient tout le temps. Oui. En 2021, tu te définissais encore comme astrologue, hippie et sorcière bien assumée. Je lis ça, puis tu sais, je pense, tu le disais, tu as une petite fille qui a aujourd'hui 7 ans. Qu'est-ce que tu... j'imagine que ce que tu veux lui transmettre, c'est quand même différent de ce que tu aurais aimé lui transmettre il y a 3-4 ans, peut-être. Qu'est-ce que tu as envie qu'elle reçoive de toi, ta petite fille? J'aimerais qu'elle réalise puis qu'elle se souvienne que la vie est belle.
puis qu'on a toujours au moins une raison de trouver la vie belle, d'être heureux. Bon, évidemment, elle apprend beaucoup la résilience. C'est cute parce qu'elle me dit souvent « Maman, tu le sais, il ne faut jamais abandonner. » Je suis comme « Ben oui, tu as raison. » Puis évidemment, lui transmettre ma foi. Ce qui est déjà... sa foi est tellement belle. Puis ça, ça apporte plein de belles valeurs aussi. Joséanne Sarrazin-Côté, il y a plein de gens qui nous écoutent, qui cherchent un sens à leur vie, là, qui sont en... Puis au Verbe, on commence à accumuler des données là-dessus même, là, puis il y a des études bientôt qui vont sortir là-dessus, sur la recherche de sens. Les gens cherchent Puis ils cherchent où ils peuvent, hein, évidemment. Les gens vont justement se retourner vers des spiritualités alternatives. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, justement, cherche un sens à sa vie maintenant, là, qui traverse une épreuve comme la tienne ou pas? Hein? Des fois, on se demande d'où on vient, où on va. Je pense qu'il faut se sortir du jeu. Tout seul, on n'y arrivera pas. Fait que ce soit d'aller s'impliquer dans sa communauté, de prendre soin des autres autour de nous. C'est une façon, quand on va pas bien en plus, aider, c'est incroyable le bien que ça nous apporte aussi. D'aller chercher de l'aide, de pas vivre ça seul, puis peut-être pour certaines personnes, comme pour moi, ça a été de comprendre que je crois en plus grand, puis que je suis jamais seule. Mais tant qu'on porte tout sur nos épaules, puis qu'on a des croyances peut-être justement comme ce que je partageais au début. Ah, si t'es malade, c'est parce que t'as tel genre de pensée ou parce que t'as tel comportement. C'est un peu culpabilisant, non? C'est hyper culpabilisant, puis le poids que ça met sur nos épaules. Fait que sortons-nous de notre nombril, tu sais, relevons la tête, que ce soit pour voir les gens autour de nous ou le Seigneur en haut, si ça nous parle. Oui. Une dernière question, si tu le permets. Il y a tu as un blog, un site web bien alimenté, il y a un podcast aussi, un épisode que j'ai trouvé sur ton site qui s'intitule, c'est intéressant, « Quitter l'industrie du bien-être pour être bien ». J'ai bien aimé la formule. C'est une business, c'est une industrie, le bien-être. Des fois, on a l'impression que c'est plein de bienveillance, puis probablement qu'il y en a aussi là, des beaux côtés. Il y a des gens que ça aide vraiment. Mais toi, tu as vu de l'intérieur que c'est vraiment une business aussi. Comment on fait pour être bien en dehors de cette industrie-là, en dehors de cette business-là? Je pense qu'il faut revenir à l'essentiel. Arrêter de se perdre. En fait, c'est un peu ça le piège avec cette industrie-là, c'est qu'on se fait vendre beaucoup de solutions miracles, beaucoup de produits miracles pour être mieux, pour être bien, pour avoir confiance. Alors que souvent, pas tout le temps, je pense qu'il y a des gens très bien intentionnés qui aident réellement, mais souvent aussi, ça nous éloigne du vrai problème. Ça nous empêche d'aller voir en nous, mais en même temps, de ne pas devenir centré sur nous-mêmes. C'est une industrie qui nous fait souvent croire aussi que on peut facilement régler notre problème sans l'adresser. Là, ça, c'est un petit peu problématique.
de revenir à, encore une fois, l'amour, la communauté, l'entraide, la foi, peu importe c'est quoi pour nous. Ça a un immense potentiel de nous aider. Puis c'est gratuit en plus. Puis c'est gratuit! Oui. Josiane Sarrazin-Côté, tu es auteure de quelques livres et aussi auteure de ton blog. On peut te suivre sur les réseaux sociaux, tes réseaux sociaux que tu nourris encore de diverses façons. On est vraiment choyés de t'avoir avec nous aujourd'hui. On continue la discussion sur notre thème de la semaine. Merci beaucoup. On n'est pas du monde est une émission produite par le Verbe Média. Conjuguez foi et culture à la mode québécoise en vous procurant nos numéros spéciaux de 116 pages, maintenant disponibles en librairie à travers toute la France. Martin Parot, bonjour, bienvenue, on n'est pas du monde. Bonjour. Je te prends en pleine gorgée, désolé. Correct. Formé en littérature et en histoire à l'Université d'York à Toronto, tu t'es spécialement intéressé, entre autres choses, là, à l'histoire culturelle de la magie et de la sorcellerie de l'Europe et de la Nouvelle-France au 17e, 18e siècle à peu près. Oui, puis initialement, je voulais beaucoup travailler sur la Nouvelle-France, puis finalement, il y avait les sources sont beaucoup plus disparates. Il y a beaucoup moins de sources sur ce qui se passait en Nouvelle-France. Puis ce qu'on sait, c'est qu'il n'y en avait pas de problème avec la sorcellerie en Nouvelle-France. Okay. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des idées là-dessus, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas un folklore là-dessus. Mais il n'y a pas eu de chasse aux sorcières en Nouvelle-France. Okay. Il y en a eu à Salem, en Nouvelle-Angleterre. Il n'y en a pas eu ici. Différentes théories par rapport à ça, mais ma spécialisation est vraiment plus sur ce qui se passait là, dans le Vieux-Continent. Donc, aujourd'hui, au troisième millénaire, pas besoin de flâner très longtemps sur les réseaux sociaux pour découvrir que ça marche, ça marche assez bien. Mais ta perspective nous permet aussi de voir que ça date pas d'hier, cet univers-là. Bien, il y a plusieurs choses, en fait, si tu me permets. Il y a la sorcière comme figure judiciaire, en fait. Et elle apparaît dans le monde romain. Elle disparaît un peu dans le Moyen Âge, puis elle revient au 15e siècle. Et cette image-là de la sorcière, plus dans le cadre judiciaire, elle est vraiment dans le sens qu'il y a des condamnations, oui, des accusations, de tribunaux. Surtout des accusations, plus que des exécutions. OK. Criminelles. Oui, clairement. Et ça commence dans le monde romain, ça. Okay. Et dans le monde romain, il n'y a pas de distinction encore entre... il n'y a pas d'emphase tant que ça mis sur les femmes. Il y en a dans la littérature, il y en a dans le folklore. Il n'y a pas encore un emphase sur les femmes. Au Moyen Âge non plus. À partir du 15e siècle, là, ça dérape, et ça dérape solide. Et ça va durer 200 ans. Puis là, on parle de chasse aux sorcières. Et les chasses aux sorcières, d'habitude, se condamnent des femmes qui n'ont pas de savoir particulier et qui ne sont pas des sorcières. Et c'est pour ça que c'est avant tout une figure judiciaire. Et dans différents pays, ça change. Des fois, en général, c'est plus des femmes. Et quand on est plus dans le nord de l'Europe, en Scandinavie, dans le monde slave, surtout quand on se rapproche de la Russie. Ou des... Non, mais... Non. Dans l'Antiquité, oui, mais si on parle de chasse aux sorcières, là, on chasse plus des sorciers que des sorcières. Et quand on est en France, en Allemagne, en Suisse, un peu dans l'Italie puis en Espagne, ça a moins pogné dans les pays plus chauds d'Europe, les chasses aux sorcières. Il y avait quand même de la misogynie, il y avait quand même un folklore autour de ça, mais ça a été beaucoup moins désastreux parce que c'était terrible. Il y a eu des accusations. Il y a des chiffres qui circulent, justement, là, dans le monde très pop des lifestyles, la sorcellerie. Il y a des chiffres qui circulent, qui sont des faux chiffres qui ont été calculés étrangement par des historiens amateurs au 19e siècle. Mais on parle d'à peu près 200 000 accusations sur 200 ans en Europe, puis à peu près 40 000 exécutions. Les chiffres qui circulent, c'est 7 à 9 millions. On est très loin de ça. Et ça, J'ai probablement contribué. Mais ça reste, à la désinformation. Ça reste abominable comme épisode. Évidemment. Puis surtout, toute proportion gardée, la population n'était pas la même qu'aujourd'hui. Non. C'est ça, mais c'est pas du tout... On a énormément de stéréotypes, puis on se raconte énormément de faits alternatifs sur l'histoire de la sorcellerie. Et la sorcellerie comme lifestyle, un peu plus, comme mode de vie, comme technique de soin de soi, dans la mesure de ce qu'on entend par soin aussi.
tout le lifestyle qui vient avec ça, on pourrait penser que c'est assez récent, tout le mode de vie qui vient avec les sorcières, mais il faut reculer un peu quand même. Oui, bien, l'ampleur que ça a aujourd'hui, c'est sans précédent. Sur les réseaux sociaux, les livres, l'industrie, tout ce qui est en arrière de ça. Mais comme technique de soin de soi, comme voie alternative, de voir le monde aussi, ça commence, tout le New Age, c'est dans des petits cercles restreints, mais de manière plus populaire, avec le mesmérisme, l'intérêt pour le magnétisme, des formes qu'on pense scientifiques, mais qui sont en réalité un peu semi-scientifiques, là, tu sais. Autour de Mesmer, dans le fond, à la fin des années 1700, dans la fin du 18e siècle. Et ça prend de l'ampleur dans le courant du 19e siècle. Et l'invention d'une histoire de la sorcellerie dont les pratiques existeraient encore, donc pas l'histoire nécessairement des bûchers ou des persécutions, mais l'histoire d'un ensemble de corpus de pratiques, tout ça, est créé par quelques historiens qui vont vraiment pas être nécessairement... Leurs théories ne seront pas vraiment acceptées par les spécialistes de l'époque et pas plus pour les spécialistes d'aujourd'hui. Mm-hmm. Et par un bonhomme intéressant qui s'appelle... Intéressant parce qu'il est cocasse, Gerald Gärtner, okay. Qui est un monsieur qui travaillait dans les colonies anglaises. Il gérait des plantations. Il était impliqué dans des cercles là, un peu plus ésotériques ou occultes, comme la franc-maçonnerie, un petit peu d'affaires avec Aleister Crowley, là, un occultiste anglais qui était connu à l'époque. Et lui, il veut créer quelque chose qui ressemble à de la sorcellerie. Donc, il cherche et il ne trouve pas. À un moment donné, il fait le tour de plusieurs occultistes, puis il leur demande de le nourrir et de lui donner des informations sur la sorcellerie parce qu'il veut créer quelque chose comme ça. Mm-hmm. Il va finir par le faire dans les années 50, dans une colonie de nudistes en banlieue de Londres. Et bien évidemment, une partie des rituels qu'il propose, il implique beaucoup de nudité. Donc, c'est cocasse. Là. C'est peut-être une façon pour lui qu'il avait de rencontrer des femmes, je ne sais pas. Mais ça va être repris ensuite par de ses disciples, notamment Doreen Valiente, qui, elle, va transformer ça, donner une saveur un peu différente, plus facile pour les femmes de l'intégrer. Et ça va partir vite dans les années 50, 60, ouais. De quel siècle? 1950. OK, tout récemment. Oui. Et Gerald Gärtner, ses livres sont encore lus. Ses écrits, manuscrits, ils sont au Canada. C'est le pays dans le monde où il y a le plus de gens qui se considèrent, par rapport à la population, ouais. plus grand pourcentage de gens qui se considèrent officiellement sorciers ou sorcières, surtout en Ontario. Et c'est intéressant, il y a des villages dans le nord de l'Ontario où la plupart des gens ils considèrent qu'ils sont sorciers ou sorcières. Les écrits de M. Gärtner traînent dans des bibliothèques d'enfants de ses disciples des années 50. Ouais. Savais-tu ça, Josiane? Est-ce que tu as déjà entendu parler de cette histoire-là? Non. Excusez. Puis c'est intéressant parce que même Susanna Budapest, qui va être une des principales artisanes du mode plus pamphlétaire là, de la Wicca et de la sorcellerie dans les années 60-70, où ça devient extrêmement politisé, où ça se mélange un petit peu aux contestations sociales. Il y a du positif à voir là-dedans. Susanna Budapest, elle est rattachée à une espèce de loge ou un regroupement à Los Angeles de gens qui pratiquaient les choses qui ont été créées par Gerald Gärtner, que Gärtner disait avoir trouvé. Cette fête donnée par une sorcière qui, elle, avait ça de mère en fille depuis des générations, ce qui n'était pas vrai. mais c'est ça. Donc, tout ça se rattache. Puis ensuite, aux États-Unis, j'ai sauté des époques par moment, mais aux États-Unis, ça devient extrêmement politisé et ça devient aussi beaucoup plus monnayable. Ah oui, il y a un marché. À la fin des années 70, déjà, le marché se constitue, s'installe. Et ce qu'on voit aujourd'hui, la préhistoire de ce qu'on voit aujourd'hui, elle est surtout là. Il y a des techniques de soie, tout ça, qui apparaissent avec le magnétisme et tout ça. Ça se développe dans le 19e siècle. Mais ce qu'on connaît aujourd'hui, ça prend forme dans les années 60-70, beaucoup sur le continent américain. Parce que sur le continent américain, il y a évidemment Salem, en Nouvelle-Angleterre, oui. qui est comme un point focal là, dans l'histoire de la sorcellerie. Oui. En tout cas, il y a toutes sortes de représentations de ce qui s'est passé là, qui ont traversé le temps jusqu'à nous aujourd'hui et qui assurément contribuent à l'idée qu'on se fait de la sorcière américaine, non?
Oui, à certains égards, mais encore là, les sorcières de Salem, je ne pense pas qu'elles jouaient avec des cristaux, ou qu'elles s'intéressaient aux cristaux, ou à l'astrologie, ou des choses comme ça. Et souvent, il y avait des femmes un peu spécialistes. En Angleterre, souvent, ils se faisaient appeler des wise women, déjà au 16e, 17e siècle. Ces femmes-là, souvent, elles n'étaient pas visées par les chasses aux sorcières. Elles étaient vues comme des professionnels et elles étaient tolérées. Et en général, ce qu'elles faisaient, c'est elles vendaient leurs services pour... en Angleterre, c'est spécifique, il y a un contexte, il y a un terroir. Elles vendaient leurs services parce que sous prétexte qu'elles étaient capables d'invoquer ou de contacter des fées ou des gens décédés pour retrouver leurs trésors. Oh. Et c'était une des choses qui était le plus en demande. Comment trouver des trésors? Et c'est ça. Et ça revenait souvent. C'est assez pratique quand même Oui. d'avoir quelqu'un comme ça dans son Oui. entourage. Et c'était toléré. Et donc, cette espèce de petit folklore-là, Ouais. très superstitieux, il perdure. Il perdure encore aujourd'hui, mais il est très rare. Et au 19e siècle, ce qui apparaît comme sorcellerie, ça vient beaucoup plus s'inspirer de la fiction, s'inspirer d'histoires écrites par des historiens, mais qui bordent la fiction aussi. Jules Michelet, en France, a écrit un livre sur la sorcière en 1862. C'est un pamphlet anticatholique, antimonarchique, avec des interprétations très fantasmagoriques de l'histoire de la sorcière. Bien, parlons-en justement, parce qu'il y a tout un imaginaire aussi qui associe la chasse aux sorcières à des bûchers, érigés par des clercs. Oui. Il y a sûrement des faits historiques là-dedans, mais Oui. comment départager? Qu'est-ce qui... Puis la question que je voulais absolument te poser, c'est qu'est-ce qui te fait, toi, en tant qu'historien, te rouler les yeux, là, comme ça, en disant « quelle abomination! » Bien, il y a plusieurs choses dans l'interprétation. Dans ce milieu-là, dans ce monde-là, il y a beaucoup d'espèces de faits alternatifs ou de fausses réalités qui circulent. Mais il faut savoir que l'image de la sorcière qui est sataniste, ennemie de l'Église, cannibale, femme de Satan, qui est capable de créer des tempêtes qui vont brûler ou détruire les récoltes, tout ça, cette sorcière-là, elle est créée par des pamphlétaires. Cette image-là est créée par des pamphlétaires dominicains, franciscains, au 15e siècle. On est capable de dater ça. Cette image-là, elle commence à circuler dans les années 1425, 1430, 1435, principalement par des prêcheurs. Ces prêcheurs-là ont l'aval, le soutien de la hiérarchie ou c'est un peu des loups solitaires? Au début, c'est des loups solitaires. Ils finissent par convaincre des gens qui ont de l'importance. Okay. Et là, on parle encore de l'institution chrétienne ou de son rapport à ça. Et ça va changer beaucoup géographiquement en Europe, dépendamment on est où. Mais il y a une culture religieuse et il y a une superstition religieuse qui va pousser ça de l'avant énormément. Il va y avoir il va y avoir le hockey des gens qui sont plus hauts dans la hiérarchie. Puis, ça va s'estomper rapidement. Ah oui? Oui, il y a des endroits, comme il y a plusieurs endroits en Allemagne, notamment, à partir du début du 17e siècle. Donc, il y a une centaine d'années qui sont très difficiles. Et après ça, souvent, pas tout le temps, mais souvent, les autorités ecclésiastiques font partie des gens qui essayent de calmer le jeu. Ah oui? Oui. Parce qu'il y a des bûchers, dépendamment des juridictions. Tu as des bûchers laïques, tu as des bûchers qui sont plus sous l'autorité ecclésiastique. Et souvent, il y a des lynchages populaires aussi, probablement. Énormément. Et souvent, ce qui se passe, un cas de figure le plus habituel, c'est que quelqu'un va voir une femme. La figure, là, on sort de la représentation pour des stéréotypes liés à la sorcière, puis on tombe plus dans la sorcière judiciaire. C'est une femme qui est une veuve, qui a un certain âge, puis qui est de moins en moins autonome. Et de l'Irlande jusque dans le monde slave, pendant 200 ans, l'accusation la plus habituelle qui va mener à des procès et parfois à des exécutions, c'est la voisine, elle a jeté une malédiction sur ma vache. C'est ça qui revient le plus souvent. Et mais c'est pas drôle. Mais c'est ça. C'est fou. Et là, un des modus operandi, il y en a plusieurs, les gens qui accusent la dame en question, ils vont aller voir le prêtre local, puis ils vont dire, ça, il faut que tu nous aides avec ça. Au début, il y a de l'engouement, il y a de l'enthousiasme. Après à peu près un siècle, dépendamment des régions, ça se calme vite.
Et il y a des endroits, un siècle et demi là, par endroit, et il y a des endroits où les prêtres vont agir, où les autorités locales, au niveau de l'autorité ecclésiastique, vont agir pour essayer de calmer le jeu. Comme modérateur. Ça ne marchera pas tout le temps. Un exemple qui date de 1670 dans le coin de Augsburg, en Allemagne, dans le centre de l'Allemagne de l'époque. Et c'est une jeune, Regina Bartholomé, qui est accusée d'un crime. Et l'histoire est longue et est assez fascinante, mais en gros, elle est accusée d'un crime et est fâchée contre les autorités. Et elle dit, c'est pas de sa faute, c'est une femme mariée au diable. Et là, ils disent, mais non, puis ils n'y croient pas. Puis elle essaie de les convaincre. Ils font venir un prêtre. Le prêtre passe du temps avec elle. Il n'y a aucune torture impliquée. Il passe du temps avec elle. Il retourne voir les autorités. Il dit, cette femme-là, c'est pas une sorcière. Elle continue à dire qu'elle est une sorcière. Elle est fâchée. Elle a 17 ans, puis elle a une vie horrible. Il y a plein de choses autour de ça. Ouais. Son père finit par dire, elle est tellement pas brillante, ça se peut qu'elle soit une sorcière. Ça se peut qu'elle se soit fait tenter par le diable. Puis après beaucoup de tergiversations, ils finissent par l'exécuter. Mais dans ce contexte-là, puis il y en a plein d'autres, c'est un moment dans l'histoire de la chasse aux sorcières où est-ce que ça ralentit beaucoup. Puis une des forces qui essaie de faire ralentir ça, même si le discours religieux nourrit les persécutions, les autorités, ils essaient de retenir ça quand même. C'est fascinant. Martin Parot, tu es historien, entre autres, de la sorcellerie, de la magie, conférencier. Hein? On pourra mettre les informations là, sous cette vidéo sur nos réseaux sociaux. On poursuit la discussion avec nos autres invités. Merci infiniment pour cet éclairage. Jean-Philippe Marceau, chroniqueur pour Le Verbe Média et aussi éditeur pour le blog de Symbolic World. Bienvenue à On n'est pas du monde. Salut Antoine. Salut. Une question toute simple pour commencer. Jean-Philippe, est-ce que les sorcières sont de retour? Je pense que oui, mais il y a plusieurs niveaux auxquels elles sont de retour. Puis pour dire qu'elles sont de retour, il faudrait dire qu'elles sont parties, mais... Elles sont déjà parties. OK. On en a parlé un peu d'histoire plus tôt. Effectivement, il y a eu toute une histoire des sorcières, là, puis c'est clair dans les statistiques qu'il y a des gens qui s'identifient comme sorcières de plus en plus, mais pour dire quelque chose de plus intéressant puis plus provocateur, si on s'intéresse vraiment aux sorcières les plus mythologiques, les genres de sorcières dont on parle depuis le 15e siècle peut-être, où c'est des femmes qui vont tuer des enfants, qui vont castrer des hommes, qui vont mélanger les semences d'une famille à l'autre, qui vont détruire des champs, etc. Toutes des choses qui ont à voir avec l'infertilité, en fait. Là, la sorcière mythologique telle qu'on la connaît depuis le 15e siècle, c'est fondamentalement une perversion de la fertilité féminine. D'ailleurs, c'est pas étranger au fait que ce soit souvent des veuves. Hein? Martin l'évoquait un peu plus tôt. Hein? Puis que ce soit des accusations, comme c'était drôle comme Martin qui disait « je savais pas », mais ça fonctionne avec le symbolisme, l'idée que c'est ma voisine qui a tué ma vache, ben, elle a tué mes fruits, là, le corps. C'est ça, exactement. L'idée que la sorcière, des fois, est très belle en surface, mais que c'est un genre de camouflage, puis que pour vrai, elle est très laide, puis la beauté, c'est un signe de fertilité. Il y a plein de signes qu'on peut regarder chez la sorcière qui semblent bizarres, farfelus peut-être, mais qu'on peut comprendre comme un problème, comme une inversion de la fertilité, en fait. Puis ça, c'est quelque chose qui arrive justement au niveau mythologique. Mais ce qui est intéressant de la sorcière, c'est qu'on peut s'en servir pour comprendre notre relation avec le langage mythologique, justement. Pourquoi les sorcières sont arrivées, sont parties? Pourquoi aujourd'hui, il y a des sorcières qui reviennent puis que ça semble banal? Et en même temps, si on réfléchit un peu au symbolisme de l'infertilité, puis les accusations les plus mythologiques qu'on portait contre les sorcières, en fait, on peut les voir aujourd'hui ressortir, mais d'une façon insoupçonnée, peut-être un peu plus subtile que ce à quoi on s'attendrait naïvement. OK. Faisons un pas de recul. Là. Allons, je voyais dans tes notes, là, il y avait des chasses aux sorcières dans l'Empire romain pré-chrétien. Pourquoi elles ont cessé avec l'arrivée de l'Église, Jean-Philippe? Je trouve que c'est intéressant. On peut déjà commencer à parler au niveau mythologique, puis il y a un niveau qu'un matérialiste dirait. Niveau mythologique, c'est parce que l'Église a chassé les sorcières. Donc, avant, dans l'Empire romain, ben, il y avait tout un paquet de cultes à différents dieux. Les Romains étaient très, très à l'aise avec le pluralisme religieux.
Ils intégraient tant bien que mal aussi les cultes des nations qu'ils conquéraient à cette époque-là. Avec plein de choses qu'on qualifierait de sorcellerie, dont certaines fois ça menait à des chasses aux sorcières, mais des choses comme de la sorcellerie, plein de religions païennes faisaient ça, mais ils ont été chassés avec le christianisme. Au niveau mythologique, on peut parler de ça très rapidement. On dit que le christianisme a exorcisé les démons qu'il y avait de l'Empire romain. Le ménage a été fait, ça a été la période de calme, dont Martin n'a pas parlé d'ailleurs du Moyen-Âge, hein, où quoi, il s'est rien passé. Ben, il continue à avoir du folklore par rapport à la femme sorcière, une image qui gèle beaucoup dans l'Empire romain autour de la littérature latine, romaine, qui reprend beaucoup d'éléments mythologiques dans les mythes. Et ça tourne beaucoup autour de Éricto, entre autres, une figure qui apparaît dans plusieurs éléments de la littérature romaine. Vieille femme, nécromancienne, un rapport à la mort, cannibale, sorcière d'un pouvoir magique aussi. Ouais. Donc, et ça se gèle autour de ça et ça crée une image qui va être forte et qui va durer longtemps. Et on la garde au Moyen-Âge, mais au Moyen-Âge, le peu de procès qu'il y a, c'est surtout pour des sorciers qui seraient des empoisonneurs à la cour. Okay. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas nécessairement, des fois, des persécutions dans des villages à gauche, à droite, mais c'est mineur. Ça apparaît vraiment au 15e siècle. La prédominance du christianisme, il est pour... Ça apparaît, puis au 15e siècle, les moines au début, puis par la suite des humanistes, puis des docteurs de loi, puis tout, bien, ils ont tout le bagage humaniste qui revient, puis qui ramène à l'avant-scène la culture romaine. Ils ramènent aussi les stéréotypes et ces images-là des sorcières. Et ils mélangent ça avec des figures associées aux Juifs, puis un antisémitisme horrible et très fort et persistant du 11e, 12e siècle jusqu'à la Renaissance, où est-ce que le Juif, il a un chapeau pointu, il a un nez croche, il mange des enfants, puis il corrompt la jeunesse en incitant les gens à être satanistes. Ça, c'est des stéréotypes qui traînent depuis des siècles. Et là, on va le coller à une misogynie assez forte, puis on va l'habiller avec un vêtement un petit peu associé à la littérature, les vieux classiques romains qu'on ramène. Et ça, voilà, ça fait une image qui gèle. L'équation est complète avec tout ça. Et ça fait des malheurs pendant 2 siècles ensuite. Puis, et surtout à l'époque où, justement, l'Église commence à perdre son emprise, parce que le 15e siècle, c'est là où la réforme protestante arrive. Donc, au niveau spirituel, on peut dire au niveau de la mythologie de l'Europe, ça commence à se fracturer. Les gens sont plus sous la protection qu'il y avait en Europe avant. Ça aurait été superstitieux, puis il y a des autorités, justement en Europe, qui disaient que tu ne peux plus croire aux sorcières maintenant. C'est au Moyen-Âge, c'est-à-dire, parce qu'ils ont été chassés. Là, il existe peut-être, si tu regardes des cartes du Moyen-Âge, il peut exister des sorcières en périphérie, dans des régions très loin, mais elles ne sont plus dans l'Empire chrétien. Donc, quand ce bouclier spirituel-là de l'Église commence à se fracturer avec la réforme protestante, les États qui partent différentes églises. Les sorcières temps modernes, finalement. C'est ça, exact. Les sorcières reviennent, justement. Entre autres, il y a plein de monstres mythologiques qui arrivent en général. C'est pas juste les sorcières, il y a aussi des loups-garous qui arrivent supposément, qui avaient été chassés, mais maintenant, les gens se sentent plus mythologiquement en sécurité. Ça revient. Puis justement, c'est intéressant, comme Martin disait, les autorités ecclésiales, c'est plus elles qui vont tenter de calmer le jeu, mais la population se sent plus en sécurité mythologiquement comme elle l'était auparavant. Le bémol, c'est vraiment, vers la fin, les autorités ecclésiastiques dans plusieurs régions commencent à calmer le jeu. Au début, je pense qu'ils font partie du problème. mais ils font définitivement partie du problème au début. Ensuite, ça calme le jeu. Mais je suis d'accord avec ta perspective parce que très rapidement, les 2 camps, le camp de la Réforme puis le camp de l'Église catholique, vont s'accuser l'un l'autre de sorcellerie. Et ça va faire partie de cette espèce de gros psychodrame qui se joue sur la fracture de l'Église au 16e siècle. Et la guerre de religion, parce que c'est pas juste un schisme, après ça devient des guerres entre différents États aussi, entre différentes principautés. Ça fait des ravages et ça fait un stress social. Et là, ça encourage aussi la violence envers le voisin, les accusations. Tout ça est lié. Et l'image de la sorcière, du moins, devient le bouc émissaire, facile à accuser, etc. Entre autres. Puis, encore au début du 18e siècle, dans des pays qui sont maintenant en paix ou des régions qui sont en paix, on a des endroits où des hommes et des femmes qui appartiennent dans des lieux où est-ce qu'il y a des protestants et des catholiques
souvent, bien, les gens qui contrôlent un petit peu plus le conseil de la ville ou du village, ils ont un petit peu plus de pouvoir. Étrangement, souvent, les gens de l'autre camp, donc si les protestants contrôlaient un petit peu plus, comme c'est le cas dans certaines régions en Hongrie, si les protestants contrôlent un petit peu plus les autorités locales, bien souvent, c'est les catholiques qui sont accusés de sorcellerie. Et l'inversement. Ça va dans les deux sens. Fascinant. Et tout ça, ça joue. Puis le psychodrame plus grand de l'image, de la crainte, de l'effondrement de la chrétienté que tu mentionnais, il est fort. C'est une croyance populaire qui nourrit tout ça. Ce qui nous mène à l'émergence du matérialisme, avec, entre autres, arrive la Révolution française, des idées nouvelles qui viennent, encore une fois, plus affaiblir cette chape-là spirituelle qui, du moins, semblait protéger les gens. Mais c'est intéressant parce que ensuite, le matérialisme vient aussi construire un genre de bouclier spirituel parce que il n'y a plus aucune place à la superstition avec le matérialisme. Si tu penses que toutes les choses qui existent sont fondamentalement des particules qui suivent les lois de la physique, ben il n'y a pas de Dieu, mais il n'y a pas de sorcière non plus. C'est le désenchantement complet du monde. C'est ça, exact. Aucune magie. Il continue à avoir des gens qui pratiquent l'occultisme. En fait, l'occultisme qui arrive comme un genre de réaction violente contre le matérialisme banal qui arrive à l'époque. Mais pour la vaste majorité de la population, des gens deviennent matérialistes. Même parfois, ils vont être chrétiens, mais sans s'en rendre compte, ils vont, dans leur vision du monde, puis dans leur agir quotidien, devenir de plus en plus matérialistes, puis penser que des choses comme les sorcières, c'est juste des superstitions. Puis il y a quelque chose qui est vraiment un bouclier là-dedans. Si tu n'as pas foi en ces choses-là, ben, tu es quand même vraiment protégé. Par exemple, tu es un anthropologue qui s'en va en Afrique ou en Amérique du Sud, dans des endroits où les gens se jettent des sorts, puis il y a des magiciens, puis il y a des gens qui se jettent des sorts puis qui meurent pour vrai. Ben, toi, tu es un anthropologue matérialiste qui arrive d'Europe, tu n'auras pas de problème. Tu es protégé contre ça. Mais tu ne peux pas convaincre quelqu'un qui vient de se faire lancer un sort qui ne va pas mourir juste parce que la vérité, c'est le matérialisme. Lui, il vit dans ce monde mythologique-là, puis il peut vraiment mourir par les sorts qu'il vient de recevoir. Puis, donc, si on récupère l'histoire, il y avait des sorciers dans l'Empire romain. Ils ont été chassés par le christianisme qui a fait un bouclier spirituel contre ces choses-là comme les sorcières. Le bouclier s'effrite avec la réforme protestante, le matérialisme qui arrive. Ensuite, le matérialisme finit par faire un autre bouclier qui est contre toutes les influences spirituelles. Puis là, maintenant, aujourd'hui, ben, en fait, le matérialisme s'effrite encore. Puis là, les gens se retrouvent sans bouclier à nouveau. Puis c'est l'époque du New Age. À mon avis, c'est la meilleure façon d'expliquer ce qui se passe aujourd'hui avec les gens qui croient plein de choses. C'est qu'on a pu... L'émergence du New Age, si je te suis bien, Jean-Philippe, est un signe de l'affaiblissement de l'athéisme matérialiste. C'est-à-dire les gens qui croient... il y a de moins en moins de gens qui croient juste que le monde réel, matériel qui nous entoure, il y a juste ça. Donc, ça laisse un espace pour que le New Age, la sorcellerie, la magie, l'astrologie, tout ça, ça comble ce vide-là. Exactement. Okay. Les gens cherchent. Donc, quelqu'un qui se ramasse avec des vrais problèmes dans sa vie, par exemple, des vraies difficultés, ou juste quelqu'un qui se pose des questions métaphysiques, comment ça se fait qu'on a des esprits? Il me semble qu'il n'y a pas de conscience nulle part dans les lois de la physique, par exemple. Il y a plusieurs failles dans le matérialisme qui finissent par se manifester. Ou une autre, je pense qu'une des grosses raisons pour que le matérialisme a échoué aussi, c'est parce que c'est facile d'être matérialiste tant que le progrès technique améliore ta vie à chaque année. Tant que l'économie grandit, puis que les choses vont bien, puis que tu es de plus en plus en santé à cause des progrès de la médecine, etc., tant que ça se produit, c'est facile d'être matérialiste. Il n'y a pas de raison de chercher des réponses chez les sorcières. mais si, par exemple, il arrive la Première, Deuxième Guerre mondiale, où là, le progrès technique qu'on faisait se retourne contre nous, puis l'Europe devient dévastée par tout ça, ben tu vas peut-être commencer à questionner ta vision du monde. Est-ce qu'il y a d'autres choses que le progrès matériel qui est important, etc. Puis, je pense que c'est dans la mouvance de ça qu'on voit de plus en plus de gens qui cherchent autre chose que le matérialisme. Puis, les gens qui n'ont plus les mêmes autorités spirituelles qu'il y avait auparavant, ben, vont développer leur propre truc. Donc, dans les faits, c'est ça qu'on regarde, parce que des gens, par exemple, qui quittent les religions officielles pour devenir athées, il y en a très peu. Là. La plupart des gens deviennent spirituels, mais pas religieux. Ils vont essentiellement assembler leur propre ensemble de croyances. Puis, entre autres, des gens qui vont se revendiquer sorcières. Il y a un paquet de choses que les gens vont faire, mais entre autres, il y a une montée des sorcières
parce que c'est nouvel genre de croyances qu'on peut adopter par nous-mêmes. Ce qui est assez cohérent avec le monde pluraliste dans lequel on vit, où justement la spiritualité participe de ce même mouvement-là d'individualisation, de trucs à la carte, là, finalement. On se construit notre propre patente. Là. C'est un peu une illustration de ça. Exactement, exactement. Il nous reste une petite minute, Jean-Philippe Marceau. Je te laisse... Oui, bien, pour finir, je veux clore avec les sorcières mythologiques que j'avais promis qu'ils étaient de retour aussi. Là, parce que, bon, là, effectivement, il y a des gens... La plupart des sorcières, je pense, c'est quelque chose de quand même bénin, là, à la limite des superstitions. Mais il y en a quelques-unes que c'est sérieux. Puis, dans la culture en général, des choses comme... on accusait les sorcières au 15e siècle, par exemple, de faire de la castration, de causer de l'infertilité chez des couples. Bien, c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui. Une des choses les plus mythologiques qu'il y avait, pour donner juste un exemple, là, c'est l'idée qu'il y avait des succubus et des incubus. Donc, les sorcières collaboraient avec des démons pour voler la semence des hommes, puis ensuite aller les mettre dans d'autres femmes pour confondre les familles puis causer l'infertilité chez certains hommes. On n'a plus besoin de sorcières. Aujourd'hui, on a des cliniques qui font ça de façon tout à fait propre. Exactement. Puis aussi, il y a d'autres histoires qui sont quand même comiques. Là. Je pense que c'est dans le Malleus Maleficarum, un des livres qui a eu beaucoup d'influence sur notre vision des sorcières. Tu as des sorcières qui viennent la nuit, justement, comme à travers des fenêtres pour voler la semence des hommes. Mais ça, aujourd'hui, avec les téléphones intelligents et la pornographie, on a quelque chose comme ça encore. Puis là, ces hommes-là, après, ben, ils n'ont pas la même attention pour leurs épouses ou pour les femmes en général. Fait qu'il y a plein de parallèles qu'on peut faire entre les sorcières mythologiques puis ce qui se passe aujourd'hui avec notre culture de pornographie, de promiscuité, de contraception, etc. Qui sont des réitérations, mais sous forme symbolique, évidemment, de ce qui se passe autrefois. Infiniment intéressant, Jean-Philippe Marceau. Merci beaucoup de cet éclairage. Je rappelle que tu es chroniqueur pour le Verbe Média, aussi éditeur pour le blog Symbolic World. Merci beaucoup. Merci. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@le-verbe.com. C'est déjà tout pour cet épisode. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je remercie nos invités, Josiane Sarrazin-Côté. Vous pouvez visiter son site web josianesc.com, tout d'un trait, tout d'un mot. Oui. Martin Parot, conférencier, historien spécialisé dans l'histoire des sorcières. Merci infiniment pour ton éclairage. Et Jean-Philippe Marceau, qu'on a régulièrement ici à l'émission. Merci beaucoup. Merci Antoine. Je remercie Marianne Martin et Marie Laliberté à la technique, Frédéric Bérubé à la recherche. Et on se dit à très bientôt pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.